l'émission scientifique de Toxin, Alexandre Fugnage d'Aproval. Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue sur Toxin pour un nouvel épisode de votre émission de curiosité scientifique. Sur Toxin Plus, je vous le rappelle, c'est votre émission, c'est grâce à vous que nous vivons, donc vous aimez, vous partagez, vous commentez, vous connaissez, mais c'est extrêmement important, c'est comme ça que nous vivons. Aujourd'hui, nous allons aborder un très vaste sujet actuel mais également d'avenir. Nous allons parler de robotisation, nous allons parler d'intelligence artificielle et surtout des impacts sur la société, des impacts économico-politiques de ces grandes nouveautés, de ces grandes révolutions technologiques sur notre société. Pour ce faire, j'ai le grand plaisir de recevoir Pierre-Alexandre Ponant. Bonjour Pierre-Alexandre Ponant. Alors Pierre-Alexandre Ponant, vous êtes ingénieur financier, statisticien. Vous êtes fondateur du mouvement pour une économie basée sur les ressources. Vous allez nous dire ce que c'est que ce mouvement et ce principe économique. Vous êtes ancien président du Venus Project en France. Et vous avez notamment comme sujet de recherche actuel, on en a parlé un petit peu avant l'émission, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler en fin d'émission, eh bien, notamment l'évolution, l'intelligent design, qui est une théorie de la dite évolution, l'ADN, les codes mathématiques en particulier dans l'ADN. Bref, des sujets d'intérêt très vastes et variés. Mais pour commencer, nous allons parler, comme je le disais, eh bien, de cette révolution qu'est l'intelligence artificielle et notamment son jumelage avec la robotisation. Pour commencer, Pierre-Alexandre Ponant, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de définition et peut-être quelques exemples dans les sociétés les plus avancées, on pense à l'Asie évidemment, de ce que concrètement est en train de se mettre en place aujourd'hui sur le plan de la robotisation en particulier et de son jumelage en général avec l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai que il y a deux pans, il y a l'IA et la robotisation. Aujourd'hui, la plupart de nos biens de consommation sont déjà fabriqués par des robots. Dans des usines, on le voit pas. Que ce soit vos objets du quotidien, une bouteille en plastique, une bouteille d'huile d'olive, un coton-tige, un ballon de football, un miroir, un évier en céramique, etc. C'est des choses, en fait, vous n'allez pas connaître autour de vous. Des gens qui fabriquent la plupart des objets du quotidien, ça se fait derrière des murs, par des grandes machines. Il y a une chaîne YouTube qui est hyper intéressante qui s'appelle How It's Made et qui montre avec des machines industrielles comment la plupart des objets du quotidien sont fabriqués. Et il y a aussi justement une robotisation de plus en plus importante. Si on va en Chine, par exemple, on a maintenant des taxis sans chauffeur qui circulent, on a des bus sans chauffeur, on a des livraisons alimentaires par drone. Donc on peut commander, comme nous, on a Uber Eats, Deliveroo ici, et puis on est livré par drone. Et ça tend à se faire de plus en plus. Donc c'est-à-dire que beaucoup de métiers sont aujourd'hui remplacés par des robots, ce qui peut générer un problème dans le futur avec notamment le chômage technologique. Alors je voudrais, je vous interromps d'emblée, Pierre-Alexandre Ponant, parce que tout de suite ça suscite quelques questions de ma part sur cette question de la robotisation. Parce que quand on parle de robot, l'image qui vient tout de suite, c'est un robot humanoïde, c'est le T-800 dans Terminator, etc. Non, le robot peut accomplir tout un tas de fonctions. Généralement, il est spécialisé. Mais par exemple, vous avez parlé de taxi autonome. Mais est-ce que, par exemple, une simple voiture, est-ce qu'on peut l'appeler un robot ou est-ce que c'est une machine distincte ? Une machine-outil dans une usine, est-ce que c'est un robot ou est-ce que c'est une machine distincte ? En gros, ma question, simplement, c'est qu'est-ce qui distingue la simple machine du robot ? Est-ce qu'on a des éléments de définition ou est-ce qu'aujourd'hui, la frontière est floue ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'en fait, il y a plusieurs exceptions. On appelle robots des machines industrielles qui n'ont pas forcément une apparence humanoïde et qui sont capables d'avoir un système autonome de création. Donc, on peut dire qu'une voiture taxi est un robot. Après, je pense que des gens vont ergoter en disant qu'un robot peut être différent, mais on parle même de robots pour faire des robots dans la cuisine qui vont faire comme chez Moulinex, un robot mixeur. Donc si vous voulez, il y a pas mal d'acceptions. Moi, je prends la définition globale pour dire qu'un robot, c'est déjà en fait le quotidien. La plupart de vos objets du quotidien
sont fabriqués par des robots. Vous ne le voyez pas, vous ne vous sentez pas envahissé par des robots qui seraient humanoïdes, à vous servir un café, à passer l'aspirateur. La robotisation, elle est déjà là. Et la plupart, vous ne connaissez pas dans votre quotidien des gens qui fabriquent ces objets-là. C'est fait dans les murs des usines. Et du coup, il y a aussi l'IA, là, qui est en train de transformer le marché du travail, et l'IA robotique. C'est-à-dire que demain, on va avoir des robots qui, eux, seront avec une forme un peu plus humanoïde, qui pourront faire des tâches qui étaient complexes et qui n'étaient pas modulables pour les robots. Ils pourront passer l'aspirateur, refaire un lit au carré, arroser des plantes, cuisiner pour vous, changer une ampoule, etc. On a des robots qui sont très très précis. Par exemple, en chirurgie, on a des robots maintenant qui sont tellement précis qu'ils peuvent enlever la peau de la raisin et la recoudre avec des sutures. Donc des robots qui ont une précision même encore supérieure à l'homme, par exemple. Donc là, on l'entend dans ce que vous nous dites, le robot, ou en tout cas le phénomène de robotisation, c'est donc de l'appareillage, de l'outillage de haute précision spécialisé. Mais donc, ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est que le critère de distinction du robot et de la simple machine, ça serait le critère d'autonomie, en quelque sorte. Oui, ouais, pour moi, c'est une histoire de définition. Pour moi, ce sont tous des robots. Mais après, on pourrait parler de robots autonomes ou de robots humanoïdes. Là, c'est des choses qu'on n'a pas vraiment encore ou qui sont encore très limitées. Mais il y a plein d'entreprises qui travaillent dessus, Tesla Optimus, Unitree, etc. Et ça, c'est des choses qui vont arriver dans le futur. Je pense que ça va être la nouvelle révolution après l'IA et la super intelligence IA. Ça va être après les robots dotés d'IA qui auront cette faculté à être modulables. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les assigner à une seule tâche. Ils pourront être autonomes pour plusieurs tâches. Oui, parce qu'on voit, et j'invite les auditeurs et spectateurs de Toxin à aller voir, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, on voit plein de choses sur YouTube, de développement de robots de type humanoïde, c'est très impressionnant, on les voit, il y a quelques années on les voyait simplement marcher, aujourd'hui on les voit grimper des escaliers, sauter, faire des bonds, se battre, avoir même des mouvements de main, il me semble que c'est l'un des mouvements les plus difficiles à reproduire, ouais. C'est le mouvement de la main. Alors tout ça est évidemment extrêmement impressionnant, mais on a envie de se dire, est-ce que au-delà de la prouesse technique, ça a vraiment une utilité? Parce qu'on l'a dit, un robot, disons, spécialiste qui sait extrêmement bien faire une tâche, une machine-outil ou un robot mixeur ou une voiture autonome, c'est déjà en quelque sorte un robot qui rend un immense service, qui est très utile, qui démultiplie d'une part la force ou alors qui sait faire une tâche de manière répétitive et précise. C'est ce que vous avez dit notamment pour la chirurgie. Mais en gros, ma question, quel est l'intérêt, au-delà de la simple prouesse, du robot de type humanoïde qu'on voit en plein développement? Alors, le but, ce serait d'avoir une assistance pour le travail pénible, en fait. Moi, dans ma théorie du travail, je distingue le travail passion et le travail labeur. Donc, il y a la fameuse racine latine trepanum, le labeur, la servitude. Qui est contestée. Oui, c'est vrai, qui est contestée. C'est vrai, je suis d'accord. Elle est contestée. Bon, on va dire pour la belle histoire qu'elle a un sens, en tout cas, parce qu'on a tous du travail qu'on aime et du travail un petit peu rébarbatif au quotidien. Et le but, ce serait d'être assisté par des robots pour se séparer des tâches rébarbatives pour pouvoir se concentrer sur des choses qui sont de l'ordre du travail passion. Par exemple, un robot humanoïde qui peut aller dans une centrale nucléaire qui a explosé pour aller récupérer des objets parce que c'est dangereux pour l'humain, c'est toujours utile. Un robot qui peut réparer un rail parce qu'il y a eu une panne de train à 4 heures du mat sous la pluie et qui peut revisser le boulon, ça peut être intéressant parce qu'on préfère dormir que d'aller sous la pluie à 4 heures du matin. Attendez, parce que Pierre-Alexandre Penant, là vous allez un peu aux conclusions sur le débat économico-politique. Je vous promets qu'on va y venir. Ouais. Mais avant d'aller aux conclusions, je voudrais que vous nous expliquiez ce qui, selon vous, vous permet de dire, on l'a tous de manière intuitive, mais vous avez travaillé dessus, notamment, j'ai eu l'occasion de lire votre manuscrit IA, robotisation et chômage technologique, que l'intelligence artificielle et la robotisation, donc des phénomènes techniques qui se déploient là sous nos yeux depuis quelques années, même si les recherches sont anciennes, c'est quelques décennies, donc à l'échelle de l'humanité, c'est très très peu. Et on voit ce mouvement sous nos yeux prendre une ampleur immense. Et selon vous, ça va amener, en quelque sorte, à la fin du travail.
C'est ça votre thèse. En fait, oui, je montre que 75% des métiers vont disparaître ou pourraient disparaître si on allait vers là. En fait, pourquoi on construit des robots? Pourquoi, par exemple, on a des photocopieurs au lieu de réécrire des articles de loi à la main, vous qui êtes avocat? Pourquoi on n'a plus les pigeons voyageurs ou des gens qui sont obligés, comme à l'époque de la Grèce ancienne, de courir un marathon pour transmettre un message et qu'on a l'email ou le SMS? C'est pour nous faciliter la vie. Donc le but, alors tout n'est pas bon dans la technologie, attention, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais on va dire que quand on emploie une technologie pour nous aider, c'est pour nous apporter du confort dans le quotidien. Et le fait d'apporter du confort, ça permet de gagner du temps. Et la société actuelle a peur du chômage technologique parce que, par exemple, si on remplace une caissière par une machine comme on a chez Decathlon, où vous savez, je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez Decathlon ou Uniqlo, vous mettez tous vos articles à la caisse, vous n'avez même pas besoin de les scanner un par un, et hop, paf, il nous donne le prix entier. On a beau avoir 10 articles, on les pose juste dans le panier, et hop, le prix apparaît. Donc on n'a plus besoin de caissière. Mais si demain, on perd nos caissières, on va tous gagner du temps, mais elles, comment elles vont se retrouver sans salaire, sans pouvoir payer leurs factures? Mais j'ai envie de vous dire, Pierre-Alexandre Ponant, la caissière elle-même, le système de caisse automatique avec un caissier, c'était déjà une évolution du modèle de l'épicerie où l'épicier allait lui-même chercher les produits que vous demandiez. Et généralement, en plus, l'épicier était propriétaire de son épicerie. Or, on voit bien qu'avec, en gros, le modèle de la grande surface, on a déjà eu, sans l'IA et sans la robotique, encore que ça suppose la caisse automatique, la caisse enregistreuse, le tapis roulant, parce qu'on est peut-être déjà dans la robotique, mais c'est déjà un modèle en fait, qui implique ce développement. J'ai l'impression que c'est le modèle commercial qui arrive in fine à ce système de caisse automatique et donc à la disparition de la caissière, et pas forcément le potentiel technologique. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Bien sûr, en fait, c'est que notre modèle économique est basé sur les profits. Donc en fait, le but, c'est de gagner le plus d'argent possible. Et donc si un robot coûte moins cher qu'une caissière ou même qu'un ouvrier, etc., en fait, le patron ou les actionnaires auront tout intérêt à les remplacer. Ce qui ne veut pas dire que c'est bien ou non, mais disons que le système économique va pousser à ça parce que le robot, il ne prend pas de vacances, il travaille 24 heures sur 24. Dans une usine, on n'a pas besoin de mettre le chauffage, on n'a pas besoin de mettre la lumière, il ne fait pas grève, il ne tombe pas malade. Donc, un entrepreneur qui, dans un paradigme néolibéral capitaliste, cherche à faire le plus de profit possible, il va privilégier le robot. Et donc, notre modèle économique ne prend pas en compte l'humain. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la société de demain? Parce que si demain, la plupart des gens perdent leur emploi parce qu'ils sont remplacés par l'IA, et on n'a pas trop décrypté encore ce que l'IA pourrait remplacer, mais on va y venir, et par les robots, comment notre modèle social va marcher, puisque les gens n'auront plus de quoi subvenir à leurs besoins, d'avoir de salaire, d'avoir de moyens de subsistance. Parce que même s'il reste quelques métiers, on peut avoir des ingénieurs en IA, des ingénieurs en prompt, des spécialistes Alors, attendez, qu'est-ce que c'est le prompt? Alors le prompt, c'est quand on écrit, par exemple, quand vous allez sur ChatGPT, Gemini, vous décrivez ce que vous cherchez, par exemple, fais-moi un séjour en Thaïlande pendant 15 jours, idéal, en passant par telle ville, et puis donne-moi un programme, quoi. Et puis ça, c'est un prompt. Donc ça, vous voulez dire que l'apprentissage de la communication avec l'IA, pour vous, ça sera ça c'est un métier d'avenir. Ouais, mais c'est déjà un métier, d'ailleurs, en fait, si vous voulez, suivant ce que vous tapez, la précision du texte que vous tapez, vous allez avoir des résultats qui sont meilleurs. Alors là, c'était un exemple assez trivial, mais si par exemple on veut chercher à créer un médicament, faire une démonstration mathématique, ou peut-être aller, pour vous qui êtes avocat, dans les textes de loi qui sont très précis, on peut aller dans un truc très niche. Si on fait un truc trop généraliste pour le prompt, l'IA peut se planter. Donc plus on est précis ou plus on va employer les bons termes, moins l'IA va se tromper ou va halluciner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ingénieurs prompts. Alors, on va revenir sur votre point juste précédent, parce que en réalité, ça nous amène tout de suite dans ce que je disais en introduction de cette émission, c'est-à-dire à la question économico-politique. Vous preniez l'exemple de l'entrepreneur, du capitaliste, qui veut, c'est la règle du capitalisme, on pourra en discuter après, mais augmenter son taux de profit. Pour cela, se débarrasser de ce qui lui coûte cher, de ce qui est, disons, de la masse inerte, donc de la masse salariale humaine, qui a le mauvais goût généralement de revendiquer des conditions de travail plus confortables, des meilleurs salaires, etc. Ce que la machine ne fait pas, vu que
pour le moment, elle n'a pas de conscience, mais peut-être que nous allons en parler tout à l'heure. Mais j'ai envie de vous dire, il y en a un qui s'était déjà posé cette question, et pour le coup, qui a révolutionné l'industrie, c'est Henry Ford. Dès les débuts du XXe siècle, il se dit, mais moi, il faut que je paye bien mes salariés, qui pourtant sont les premiers à travailler à la chaîne. Ford s'inspire de l'ingénieur Taylor, donc du Taylorisme. On est déjà dans une sorte d'automatisation et même de robotisation de la production. Il va nous dire, bon, bah, vous pouvez acheter la Ford que vous voulez tant que c'est un modèle T et noir. Mais cela étant dit, je suis capable de produire des véhicules peu chers et je vais payer bien mes salariés. Comme ça, ils vont être les premiers clients de ma société et je vais avoir un marché. La question qui se pose, c'est si jamais j'ai plus d'ouvriers ou de masse salariale humaine, mon marché, il est où ? Là, vous posez une excellente question, parce qu'un des problèmes, c'est que ce système-là, à un moment, il va arriver à sa fin, parce que si on perd la quasi-totalité des emplois, et donc les gens n'ont plus de salaire pour pouvoir acheter les biens de consommation qui ont été produits, l'industrie va d'elle-même s'écrouler. C'est pour ça qu'il faut une solution. Après, pour faire un parallèle avec ce que vous disiez avec Ford, c'est vrai qu'à l'époque, on était sur une entreprise qui n'avait pas forcément beaucoup de concurrence et il n'y avait pas les robots. Mais donc, on pouvait comparer un humain bien payé qui allait être plus productif parce qu'il était heureux à un humain mal payé qui n'allait pas forcément à bien faire sa tâche. Le problème, c'est que les robots peuvent faire la tâche 1000 fois plus vite que les humains. On a aujourd'hui des usines qui fabriquent des Samsung ou des Huawei sans aucun humain dedans. Ils fabriquent un téléphone portable entier de A à Z sans aucun humain à l'intérieur. En Chine ou en Corée du Sud. Donc, ce que vous vouliez dire, c'est qu'on a encore cette image peut-être à la fois horrible et triviale de l'enfant asiatique qui fabrique pour quelques centimes par jour c'est marginal. Des baskets ou des téléphones portables. Ouais. Aujourd'hui, c'est en train d'être remplacé. C'est en train de remplacer. Par exemple, pour le textile, on avait l'image des enfants qui travaillaient dans le textile en Asie. Maintenant, on a les Shoebots. Ce sont des robots en fait, qui sont capables de produire des t-shirts à la chaîne en quelques secondes. Et en fait, une des problématiques qu'on avait, c'est que le tissu était souple. Il fallait des mains pour manipuler. Maintenant, en fait, on a des systèmes en fait, d'aspiration qui aspirent le t-shirt et qui le rendent rigide. On peut même avoir un certain textile qui se rigidifie, qui après, quand il est mouillé, redevient souple. Ce qui fait que les robots peuvent aller le manipuler. On peut créer des t-shirts sans aucune intervention humaine. Et ça, malheureusement, l'humain ne pourra pas rentrer en compétition. Aujourd'hui, avec une simple appli, on fait le travail de centaines de personnes. Et donc, comment on fait ? C'est la question. Après, s'il n'y a plus de travail, quel est le sens de l'humain en fait, dans le monde de demain et puis comment il survit aussi ? Bah, c'est toute la question. Vous posez les questions, Pierre-Alexandre Ponant. Je vous laisse y répondre. Bon, ouais. Allons-y. Bah, alors, donc il y a plusieurs choses. Donc, il y a la vision négativiste, la vision négative, par exemple, que Laurent Alexandre, qui va dire qu'on a une proportion... c'est notre ami sur Toxin. Je sais, il est déjà passé. Qui va dire c'était une petite boutade. C'est pas celui qu'on préfère. Alors, mais moi non plus, c'est pas celui que je préfère, pour être honnête. Parce qu'en fait, lui, il va dire qu'une partie sont des gens inutiles et que seuls les gens avec plus de 150 de QI vont se servir demain dans la société. C'est une considération de l'humaine qui est quand même très déshumanisante. Après, il y a des gens qui proposent des solutions. Imaginons... Alors, il y a des gens qui vont dire on laisse les humains et puis on arrête de mettre des robots. Et on taxe les robots. Sauf que si vous faites ça, l'usine d'à côté, parce qu'on est en compétition dans le monde capitaliste, bah eux, ils vont quand même mettre des robots parce qu'eux, ils sont pas éthiques et ils s'en fichent. Ils vont pouvoir vendre les produits et les biens à beaucoup moins cher. Et comme les gens, ils n'ont pas forcément toujours beaucoup d'argent, ils vont acheter le produit le moins cher. C'est-à-dire que l'éthique personnelle dans la consommation ne pourra pas toujours lutter. Ça peut être dans un pays étranger, d'ailleurs. Attendez, parce que poursuivez votre raisonnement. Donc, on a deux grands domaines. La robotisation, qui, elle, en gros, permet de faire toutes les tâches anciennement manuelles, et également les tâches de force, mais aussi les tâches de haute précision, qui impliquent une manipulation. Mais nous avons parallèlement l'intelligence artificielle, qui, elle, vous l'avez dit, pour organiser les voyages, etc., mais en gros peut remplacer assez largement toutes les tâches de type administratif, bureautique, secrétariat, mais même plus loin. On l'a vu sur les aspects médicaux, je peux en parler sur les aspects juridiques, etc., etc. Donc, des administratifs, évidemment, dans nos sociétés modernes, c'est des pans énormes de l'économie, l'administratif. Donc, toutes ces tâches-là vont pouvoir être faites de manière plus efficace et moins coûteuse. C'est quand même le critère de nos sociétés capitalistes.
en tout cas c'est ce que vous nous dites, par les robots et par l'IA. On est d'accord sur ce constat. C'est ça. Donc la question qui se pose, c'est vers quel type de société nous dirigeons, sachant que l'intérêt, le profit conduit à une production par ces technologies-là, mais qu'en revanche, il y a plus de masse salariale à payer et donc plus de consommateurs. C'est ça. Et je pense que ce qui est triste, c'est que le monde politique, nos politiciens ne parlent jamais de ça, alors qu'il y a un tsunami là, de chômage technologique qui va arriver. On estime que d'ici 2030, 30% des emplois vont disparaître. Et d'ici 2050, ça va être 60%. Quand vous dites on estime... C'est McKinsey. C'est du coup McKinsey qui est un grand cabinet. Nos amis aussi. Voilà. Oui, c'est pas nos amis un peu spéciaux. Mais en tout cas, ils sont assez bons généralement en audit. Et si vous voulez, même en fait, leur étude date même un petit peu avant de la révolution d'IA. Donc ça risque d'être encore pire. Et est-ce que McKinsey va être remplacé par l'IA ? Mais ils sont déjà en train, même à l'intérieur, de remplacer... Enfin, une bonne nouvelle. Oui, c'est vrai, peut-être. Ça fera moins de gens déshumanisés. Mais même à l'intérieur, les grandes entreprises, aujourd'hui, remplacent leur process avec ce qu'on appelle des workflows, comme N8N, Make, Zapier, avec des IA, des agents IA, qui peuvent tout faire à votre place. Répondre aux emails, faire les factures, faire la compta, aller voir dans la base de données comment agir. Des robots traders qui vont faire le calcul à votre place. On a même des IA qui vont concevoir d'autres IA. Et demain, en fait, on va avoir aussi, ça va être la nouvelle révolution, des IA qui vont agir à notre place sur Internet. C'est-à-dire que, par exemple, on a déjà Comet de Perplexity qui fait ça. Demain, j'aurais pu taper pour avoir une idée. L'IA va accéder à Internet avec la souris et le clavier et faire les choses à ma place. Par exemple, je vais dire, je voudrais manger ce soir. Est-ce que tu peux me commander sur Intermarché des épinards, du fromage de chèvre et du jus d'orange et me le faire livrer à 17h. Et l'IA, elle va se connecter à la page Intermarché, elle va aller scroller, elle va aller cliquer. Si elle a une question à vous poser, vous préférez quel fromage de chèvre, elle va vous le choisir et elle va aller dans le panier de paiement, elle va aller demander à 17h, elle a votre adresse enregistrée et puis vous recevez, vous l'avez juste dit en 2 secondes. Et en plus, on a le robot qui fabrique, ça existe déjà partout dans nos campagnes. Ouais, bien sûr. Ces machines qui fabriquent les pizzas toutes seules, là, c'est horrible. Ça. Et même en Chine, on a les robots livreurs qui, eux, se baladent dans la rue ou en Russie et qui vont livrer. Et donc ça, c'est ce qui va arriver demain. Et donc, pour revenir à ma question, c'est comment on fait, en fait, pour trouver un monde dans lequel on est tiré vers le haut, parce que c'est quand même formidable d'être assisté par la technologie, mais si on perd notre emploi et que c'est déshumanisant, c'est pas forcément bon. Donc, il y a par exemple le revenu de base. Je sais pas si... Alors attendez, parce que là vous allez sur les solutions politiques, mais avant je voudrais vous suivre. Parce que vous commencez par nous dire le phénomène technique, moi j'ai un désaccord avec ça, mais peut-être que je vous en parlerai tout à l'heure. En gros, le processus de développement technologique a comme visée finale de faciliter la vie des hommes. On pousse tellement loin ce processus, actuellement par la robotisation et par l'IA, que l'homme n'a plus sa place dans le système qui, selon vous, a comme objectif de faciliter sa propre vie. Il devient donc, inutile, pour reprendre le terme de Laurent Alexandre. Et donc exclu de cette machine qui pourtant a comme objectif de rendre sa vie plus facile. Mais sa vie devient impossible parce qu'il n'y a plus de source de travail et donc de rémunération pour cet homme qui devient inutile. D'où peut-être certaines théories qui vont nous dire, en fait, débarrassons-nous du surplus des inutiles. Ou alors on leur file un revenu et puis on les colle devant la télé avec ce qu'on appelle le entertainment. Ça peut être une grande idée, ça. Alors le but, c'est pas d'arriver à ça. Le but, non, je dis pas que c'est votre idée. Mais moi, c'est pas mon idée, en tout cas. Ça peut être l'idée de certains. Mais imaginons qu'on ait plus de temps libre. Si demain, on peut diminuer notre temps de travail de 75%, ça fait qu'on travaille, par exemple, 7 heures par semaine. On a beaucoup plus de temps pour passer du temps sur des choses qui ont vraiment du sens pour nous. Ça peut être la famille, ça peut être le développement personnel, ça peut être le voyage, ça peut être travailler sur des projets qui ont du sens pour nous. Faire du yoga, de l'humanitaire. Par exemple, peut-être que vous feriez du journalisme en plus de votre activité d'avocat. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question, Pierre. Avant de vous donner mon avis à moi, qu'est-ce que vous feriez demain, dans le monde de demain, si vous n'avez plus la nécessité d'avoir un revenu, que vous avez déjà un logement confortable, de la nourriture gratuite, le transport gratuit, vous vivez dans le confort, l'énergie, etc. Qu'est-ce que vous feriez de vos journées ? Est-ce que vous resteriez
toute la journée devant Netflix ou devant la télé, ou est-ce que vous passeriez votre temps à la plage, ou est-ce qu'au bout de 5 jours de plage, vous en auriez marre et vous travailleriez sur des projets qui vous intéressent? Ah bah moi, je vais vous répondre franchement, mais en fait, c'est une réponse hyper classique qui existe dès la Grèce antique. Pour ceux qui sont dégagés des nécessités, notamment du travail, il y a 2 activités nobles, c'est la politique et la philosophie. Exactement. Alors, la politique, c'est s'occuper du bien commun, et la philosophie, c'est chercher les vérités, les vérités supérieures, les vérités ultimes. Donc oui, il me semble que ça peut être une bonne utilisation du temps libre. Je vous rappelle qu'en grec, le temps libre, c'est la skolé. Ce qui a donné l'école, qui aujourd'hui n'est plus tellement vu comme un temps libre qui permette l'élévation de l'âme. Mais voilà pour ma réponse. Je vous poserai cette question à la fin à vous. Mais sauf que moi, je vois un problème dans ce que vous nous dites. C'est que vous passez tout de suite à... En réalité, les tâches n'étant plus à faire par l'homme, il va avoir du temps libre. Moi, j'ai envie de vous dire, les tâches n'étant plus à faire par l'homme, il va être éjecté du système productif et complètement marginalisé. C'est ça, pour moi, le problème qui se pose à cette société ultra-technologique. Justement, donc moi, ce que je propose, c'est d'amener des solutions à ça. Le but, ce serait de créer un grand service civique où on analyse toutes les tâches qui sont vraiment essentielles à la société, qui ne sont pas robotisables, automatisables, où on a besoin d'un contact humain. Parce que même si aujourd'hui, avec ChatGPT, on peut apprendre, c'est important d'avoir un professeur. Quand on a une personne qui est en fin de vie et qui a besoin d'assistance, c'est quand même déshumanisant de la faire soigner par un robot, même s'il le ferait très bien. On a besoin de contact humain. Donc, quels sont les vrais métiers qui sont indispensables au bon fonctionnement de la société? On peut avoir besoin de techniciens, de médecins, d'ingénieurs, d'enseignants, etc. Donc, le but, c'est d'analyser tous ces métiers-là qu'on ne peut pas automatiser, où on a besoin d'être humain, technicien de retraitement des eaux, gestion des déchets, etc. Et de partager cette force de travail, en fait, entre tous les humains. Si on peut l'automatiser ou s'aider par l'IA aussi pour qu'elle soit moins pénible et que ça puisse nous aider, en fait, tant mieux, pour qu'on se concentre sur ce qui crée vraiment de la valeur. Et justement, créer une société plus riche où tous, en fait, on est plus productifs, mais on a quand même beaucoup plus de temps libre. Et où on peut partager ses richesses. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut avoir une activité à côté et gagner plus. Mais moi, je parle de ce service civique-là. Donc, le but de la société, c'est au lieu d'avoir peur de l'IA et des robots, c'est en fait de les prendre plutôt comme une chance pour se libérer du travail pénible, pour faire aussi du travail qui nous intéresse. Parce qu'une fois que vous avez fait votre service civique sur des tâches qui peuvent être pénibles... Alors, attendez, parce que là, vous prenez comme acquis que votre idée de service civique... universel, serait possible. Moi, je vois quand même une objection majeure. C'est que dans une société mondialisée telle qu'on la connaît, la société qui va le plus, répartir la richesse au sein de sa population, va être moins concurrentielle vis-à-vis des autres, et donc avoir un taux de profit moindre, donc attirer moins de capitaux. Donc, c'est ceux qui vont être le plus durs avec leur population, qui vont le moins répartir les richesses, qui vont optimiser donc leur taux de marge et donc leur taux de profit, qui vont accaparer toute la capacité de production. Et donc éliminer ceux qui auraient une vision, plus humaine, de partage, etc. etc. Donc il me semble que précisément le processus technique nous amène à une accumulation de capital et donc in fine à des monopoles qui, par définition, vont être terribles pour l'être humain. Bien sûr, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut que tout ce qui est du bien commun pour les besoins de base, l'alimentation, le logement, les objets du quotidien, mais que ce soit la santé, l'enseignement, etc., que ce soit un service public. Oui, mais qui le fournit, ce service? L'État. C'est l'État. Mais donc, vous confiez les clés de la maison à l'État. Oui, alors moi... En présupposant que l'État est bon... Alors moi, je déteste l'État très centralisé. Tous les États qui ont été... Mais ce que vous faites, c'est une société totalement centralisée. Non, justement, et étatique. J'essaye de pas faire ça parce que toutes les sociétés qui ont été très centralisées, on l'a vu en URSS, ça a toujours été très corrompu. Le but, c'est de faire en fait un service civique, mais avec un monde plus localisé, fédéral, et avec aussi un fonctionnement coopératif. C'est-à-dire que les entreprises sont gérées de manière autonome, mais sous le mode coopératif. Par exemple, on a l'entreprise Mondragon
en Espagne, qui est une des entreprises industrielles qui a le plus de succès en Europe, qui est 7e en Espagne. Et je crois qu'il y a plus de 30 000 employés. Et en fait, chacun a un droit de vote là-bas, une voix. Et elle peut choisir ses chefs et sa hiérarchie. Et elle peut prendre les décisions. Et c'est une entreprise qui fonctionne très, très bien comme ça, sur le modèle coopératif. Et on pourrait la rendre aussi dénuée du besoin du profit. C'est-à-dire que si on crée demain, par exemple, une alimentation bio, ou si on crée des industries qui vont nous fournir les objets du quotidien, par exemple, que ce soit des chaises, des téléphones, des lunettes, des chaussures, etc. Enfin, peut-être pas des chaussures, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais des bâtiments, par exemple, pour la justice, l'école, etc. On aurait des entreprises qui ne seraient pas là nécessairement pour le profit, mais qui seraient là en fait pour le bien commun. Ce qui n'empêche pas qu'on pourrait avoir des entreprises privées à côté. Attention, moi je ne suis pas du tout pour une nationalisation de tout. Je dis juste que le service public, on l'a vu avec La Poste, avec France Télécom, bien géré, ça peut bien remplir son service, comme l'éducation nationale d'ailleurs. On est absolument d'accord. Mais prenons un exemple d'actualité qui me semble assez parlant. On suit beaucoup ici sur Tocsin ce qui se passe au niveau des agriculteurs et de la paysannerie française en règle générale. On voit que leur mise en concurrence par l'État, par les structures administratives, donc par l'Union européenne, mais par les logiques de marché, avec l'ouverture au Mercosur, etc. Mercosur, ouais. Mais également la manière quasi forcée de l'incorporation de capital dans les exploitations et donc l'endettement massif, la dépendance au système bancaire, conduit les agriculteurs qui voudraient avoir des systèmes de production les plus harmonieux possibles, les plus proches des terroirs, avec une nourriture qui a la plus grande qualité et en même temps la plus respectueuse des paysages, des sols et des animaux, et est en voie d'éradication complète, et que ça accompagne ce mouvement technologique, et un mouvement qu'on a l'impression, en tout cas, être quasi inéluctable, de mondialisation. Mais qu'est-ce qui crée en fait ce système de pauvreté des agriculteurs? Justement, on a un agriculteur qui se suicide par jour, et la plupart des agriculteurs qui gagnent 1 000 € par mois, et une très grande proportion qui est même en négatif. En fait, c'est pas la technologie qui met dans cette situation, c'est le système d'offre et la demande du monde capitaliste, avec les entreprises, les distributeurs comme Leclerc, Intermarché, Carrefour, qui vont les mettre en concurrence. Qu'est-ce qui se passe? Leclerc va dire, moi, tes poireaux ou tes oranges, je sais que je peux les avoir à moins cher, donc je vais aller prendre l'entreprise qui n'est pas éthique, qui emploie des immigrés illégaux en Italie, qui sont payés 2-3 € de l'heure et qui dorment dehors, parce que lui, il me vend tes produits moins chers. Et puis en plus, si c'est pas bio et que c'est plein de produits chimiques hyper dangereux pour la santé et que ça augmente les taux de cancer, mais que ça crée du rendement, lui va pouvoir me le vendre moins cher. Donc l'entreprise bio, l'agriculteur bio qui paye bien ses salariés, qui est là pour avoir un business familial, local, etc., il ne peut pas se mettre en concurrence, parce qu'en fait, le capital va faire que l'entreprise qui vend le moins cher va être la gagnante. Donc en fait, ce n'est pas la technologie qui a créé la situation de difficulté et de blocage dans laquelle sont nos agriculteurs, c'est notre modèle économique. Si on passe à un modèle économique où devenir agriculteur, c'est faire partie du service civique, et où on en garantit en échange de notre travail un haut niveau de vie, avec l'accès à des ressources comme un logement, de la nourriture, le transport local, l'énergie, l'électricité, et puis un salaire plus que décent, en fait, on sort de ce paradigme et on peut se concentrer sur des entreprises qui ne vont pas chercher à faire du rendement. On peut faire de la permaculture, on peut faire du local. Et après, la technologie peut nous aider, parce que la tracteur a remplacé la charrue et les bœufs, mais le tracteur n'est pas forcément mauvais, ça va nous aider. On a aussi des outils, par exemple, pour aider à... Mais on prend l'exemple du tracteur. Pour moi, c'est un très bon exemple. Parce que sur le plan technique, technologique, et sur ce que ça suppose. Mettons par présupposé que la technique soit neutre. Donc voilà, on a le moteur à explosion qui permet le tracteur, une puissance de travail incomparable avec la force humaine et avec la force animale. Ça permet de traiter de très grandes surfaces, etc. etc. Ok, ça c'est vrai. Personne ne peut le contester. Simplement, ça suppose beaucoup d'autres choses. Il faut acheter le tracteur, ça coûte extrêmement cher. Donc il faut un système financier qui, lui, n'est pas un système, humaniste. Son but, c'est la rentabilité, et donc de générer un maximum de taux de profit, de taux d'intérêt. Première chose, le système bancaire, le système financier.
Deuxième chose, j'ai besoin de carburant pour mon tracteur. Donc, il faut l'extraire. Ça, c'est une ressource naturelle qu'il faut extraire. J'en ai pas en France. Enfin, en fait, si, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, il faut que je le fasse extraire dans un autre pays. Et il faut que... au Venezuela, par exemple, très, très bon exemple. Alors, on enregistre cette émission, mais on a appris, là, avant-hier, que le président vénézuélien était déboulonné par une ingérence absolument incroyable des États-Unis. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Je pense que Tocsin va tout à fait le suivre en direct dans la matinale ou chez André Berkoff. Bref, je reprends mon raisonnement. J'ai besoin de pétrole, j'ai besoin de le raffiner, j'ai besoin de l'acheminer, j'ai besoin de le stocker, etc., etc. Donc j'ai besoin de compagnies pétrolières, j'ai besoin d'ingénieurs, j'ai besoin d'un système administratif, j'ai besoin d'un système mondial, j'ai besoin de droits, j'ai besoin de normes. Comme il y a des pirates au large de l'Afrique ou je ne sais où, j'ai besoin de forces armées, etc., etc. Donc vous voyez que le simple fait de dire je peux avoir un tracteur pour travailler dans les champs suppose en fait un monde complet qui lui-même est un monde capitaliste par j'ai envie de dire par nécessité et qui va générer des normes, qui va générer des conflits juste pour avoir in fine ce tracteur. Donc c'est ce que ça suppose, moi qui me rend perplexe est un faible mot. Alors moi c'est pas ce que je propose justement en fait. J'ai pas dit que c'est ce que vous proposiez. Mais c'est une vraie question. C'est le sous-jacent. Votre question est excellente parce que vous mettez les solutions face à des problématiques. Et donc effectivement, si on a un écosystème qui ne résout pas les problèmes autour, qui a les problèmes du capitalisme, on n'y arrive pas. Donc le but c'est qu'en fait le reste des besoins, de moi ce que j'appelle mon modèle, ça s'appelle une économie basée sur les ressources. Toutes ces nécessités ressortent du service public. C'est-à-dire que le tracteur doit être fourni, et les pièces du tracteur, les industries publiques doivent fournir le tracteur. L'essence et le pétrole doivent être fournis par le service public en fonction des besoins des agriculteurs. Ça ne veut pas dire qu'on va donner gratuitement... Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle un kolkhoz ? Oui, alors vous faites autre temps, autre mœurs, hein, mais... Oui. Alors en fait, si vous voulez, une des problématiques... Je dis ça pour vous taquiner. Hein, oui, mais comme je disais avec l'URSS, une des problématiques de l'URSS, qui a eu... Alors, il faut en fait nuancer les choses. L'URSS avait un monde très paysan avant la Russie, et qui a réussi à industrialiser et à créer énormément de richesses en URSS, et à en faire la plus grande puissance industrielle à l'époque. Donc il y avait du positif. Maintenant, malheureusement, il y a eu beaucoup de négatifs avec une énorme corruption et une énorme concentration des pouvoirs. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est décentraliser le pouvoir. Mais si vous voulez, le fait de mettre en commun des ressources, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans mon livre, je donne l'idée pour demain de créer des bibliothèques de prêt d'objets. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter plein d'objets qu'on ne va pas tous les jours utiliser au quotidien et qu'on va utiliser juste de temps en temps, on pourrait les mettre en commun. Imaginez, vous achetez une perceuse et vous l'utilisez une fois par mois parce que vous n'êtes pas un bricoleur quotidien. Et ben en fait, on pourrait l'emprunter dans une bibliothèque de prêt d'objets, la rendre, et puis ça évite que tout le monde l'achète et l'utilise très peu de temps. On peut en avoir besoin, on pourrait imaginer prendre un jeu d'échecs, une guitare, un micro-cravate. On pourrait imaginer, si vous voulez, vous allez à la gare, vous n'avez pas de parapluie, vous empruntez un parapluie, vous le rendez. Si vous voulez jouer au tennis, vous empruntez une raquette, des balles de tennis, vous jouez. Si vous voulez faire du jardinage, on pourrait avoir des sécateurs, des tondeuses à gazon près des jardins communs du quartier, c'est-à-dire mettre en commun les choses. Mettre en commun les choses, c'est-à-dire que ce qu'on fait pour les Vélib, par exemple, on n'a pas l'impression d'être en URSS ou d'être dans un kolkhoz en utilisant un Vélib. Vous prenez un très bon exemple et qui apporte de l'eau à mon moulin, de moulin pessimiste sur la nature humaine et voilà, qui a une vision très noire. Ce que vous dites est bel et bon, hein, évidemment, mais j'ai l'impression que vous faites l'impasse sur la nature humaine. C'est-à-dire que on peut emprunter, etc. C'est vrai, mais sauf que l'expérience montre que quand on partage un objet dont personne n'est réellement le propriétaire, eh ben on ne l'utilise pas, on ne le nettoie pas, on ne l'entretient pas comme si c'était le sien. Et donc, on va avoir tendance, pas tout le monde, mais il suffit d'un ou deux, à le rendre dégradé, à ne pas en prendre soin, etc. Je suis d'accord. Contre-exemple, on peut avoir des systèmes... et pourquoi le Vélib ? Parce que la moitié ont fini au fond de la Seine, que généralement, ils étaient maltraités, pas gonflés, peut-être pas la moitié, mais... quelles sont vos sources ? Je n'ai pas de sources. Non, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup. Oui, bien sûr. Il y a des contre-exemples. Je vous prends un exemple très, très trivial.
vous allez sur l'île de Ré, Mhm. euh, vous pouvez acheter du sel, vous voyez, Mhm. un peu partout. Et généralement, les producteurs de sel posent des tables comme ça, dehors. Vous avez des paquets de sel et un petit panneau, je sais pas, je me rappelle plus quel est le prix, mais mettons 2 € le kilo. Et vous avez une boîte, vous mettez votre pièce de 2 € et vous partez avec votre paquet de sel. Mhm. Il n'y a rien, il n'y a pas de code barre, il n'y a pas de machin, etc. Est-ce que les gens se comportent bien? Et C'est les la gens se question. comportent très bien. Mais Mhm. c'est l'île de Ré. C'est une île. Oui, Donc, bien sûr. il y a, comment dire, un contrôle de la communauté. Donc, c'est possible en petite communauté et avec une éducation. Mhm, bien sûr, l'éducation, c'est important. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Je me fais pas d'illusions sur la nature humaine. Je pense que l'être humain ne va pas prendre aussi bien soin des objets qui ne lui appartiennent pas que des objets publics. Maintenant, en fait, ce qu'on pourrait faire, et donc j'avais pensé à cette objection-là parce qu'elle est intéressante, c'est que si quelqu'un rend un objet dégradé, ce qu'on fait pas pour les Vélib ou les trottinettes, et qui le rend à la bibliothèque d'objets dégradés, qui n'a pas pris soin, on peut mettre la première fois un avertissement et la deuxième fois, en fait, il peut plus l'emprunter, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, Mais c'est du contrôle social. oui, mais on va dire qu'on aide les gens. On va pas. Je vous fournis Et on gratuitement. finit en dictature communiste. Non, attendez, vous exagérez. C'est pas parce qu'on peut pas emprunter Bien une sûr que personne. Non, on j'exagère. demande juste. Alors déjà, c'est de l'éducation. On va apprendre aux gens, si vous voulez être bien éduqués. Je vais donner un exemple d'éducation au Rwanda, en Afrique. C'est un des pays les plus propres du monde. C'est comme à Singapour. On s'y attend pas parce qu'en Afrique, moi, j'ai pas mal voyagé. C'est assez sale généralement. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'en fait, une fois par mois, le samedi, les écoliers, ils ont l'obligation de ramasser les déchets dans la rue, les sacs plastiques, etc. Et depuis quand vous allez au Rwanda, c'est nickel. Il n'y a pas un bouchon qui traîne par terre. Pourquoi? Parce qu'on a éduqué les enfants à ça. Et donc, parce qu'on n'est pas habitué à ce système de partage, de mise en commun des objets. Donc, l'éducation, elle doit jouer un rôle fort. Mais après, le contrôle, effectivement, je pense que savoir avoir une forme de répression, mais qui est légère, hein, on ne met pas les gens en prison, c'est pas le goulag, de dire si tu respectes pas mon objet, t'en payes les conséquences, tu peux pas le réemprunter. Et ça fait du bien un petit peu parce que l'humain, effectivement, il n'est pas toujours bon. Et le remettre à sa place, ça fait du bien. Et vous verrez que les gens, ils vont commencer à bien se comporter. Ah non, je peux plus prendre le vélo, je suis comme un con. Bon. Et donc, c'est en fait, c'est pas un système de contrôle type goulag, c'est juste un système de contrat social. Ça se base sur le respect. Je vous donne quelque chose, une richesse à laquelle vous n'aviez pas accès, c'est quand même super sympa. On vous demande juste le minimum, l'éducation et le rendre en bonne et due forme. Mais vous voyez, Pierre-Alexandre Penant, et je prends à témoin les auditeurs et les spectateurs de Toxin, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans cette émission et à la lecture de votre livre en particulier, c'est que précisément vous soulevez des questions d'ordre technique, scientifique, qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce que la robotique, etc., etc. Et on en vient tout de suite aux conséquences économico-politiques. Et là, on le voit bien, notre débat, il est essentiellement politique. Et ça, c'est un gros angle mort de la plupart des scientifiques. C'est-à-dire qu'ils prennent leur domaine de recherche comme s'il était totalement isolé du reste du monde. Peut-être l'habitude de travailler en laboratoire, je ne sais, dans un monde complètement clos, aseptisé, C'est vrai. sans penser les conséquences générales de ce qu'ils sont en train de faire. Or, la vision sociale, économique, politique, philosophique des implications de ce qu'on est en train de faire est évidente. Là, notre rapide débat qu'on a entre nous, à mon avis, le démontre de manière éloquente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la critique, positive ou non, de la technique. Alors, on le sait depuis Heidegger, hein, la technique n'est pas neutre. Elle a une volonté propre de mettre la main sur le monde. J'ai l'impression que pour vous, c'est pas tant la technique qui ne serait pas neutre que le capitalisme. On sent qu'il y a... Le capitalisme a du bon, attention, je montre les aspects négatifs. Je vous en prie, allez-y, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Non, alors attention, parce que je veux pas que je vous en prie, Pierre-Alexandre Penant. En fait, si vous voulez, moi je pense que le monde capitaliste et libéral a des très bons aspects comme des mauvais. Par exemple, les bons aspects, ça va être de stimuler l'entreprise et la créativité. Donc on est content de gagner de l'argent et de proposer des inventions, d'apporter un service, ça a développé complètement l'économie. De même que la technique a aidé à ça. Ce dont je me fais le critique, c'est plus qu'il y a des aspects négatifs. Par exemple, l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est le fait que pour faire le plus de rendement possible, on va faire des objets qui cassent le plus vite possible. On va faire des ampoules, par exemple, qui cassent au bout de 2 ans. Or, il y a une ampoule qui est allumée dans une caserne en Californie. La caserne de pompiers aux États-Unis. Exactement, en Californie, cet exemple, depuis plus de 100 ans.
On va mettre des puces dans les imprimantes pour qu'elles lâchent au bout de quelques milliers d'impressions. On va mettre dans vos ordinateurs les transistors de mauvaise qualité aux endroits où ça chauffe le plus pour que vous rachetiez. Parce que si votre ordinateur, au lieu de tenir 2 ans, il tient 10 ans, l'entreprise, elle ne vend pas. Si on a besoin d'acheter une ampoule au cours de sa vie, on ne vend pas. Et donc, ça, c'est un des problèmes en fait, d'un monde qui est basé sur le profit. Donc, en fait, il y a des choses qui sont hyper intéressantes dans la société libérale, mais il y a des choses pas bien, comme le Mercosur, comme la mondialisation à outrance. Aujourd'hui, on va faire... moi, j'ai vu des exemples de trucs. Par exemple, ils vont pêcher le saumon en Norvège ou le cabillaud. Ils vont l'envoyer en Chine par avion pour après le gonfler avec des aiguilles et des produits cancérigènes pour qu'en fait, votre saumon, il gonfle, il ait l'air 2 fois plus gros pour qu'on vende le plus cher en kilo. Et il est renvoyé après en France par avion à nouveau. Ça, c'est en fait totalement absurde. Mais pourquoi je tiens à préciser, Pierre-Alexandre Penon, que dans votre ouvrage, il y a des centaines de références, de notes de bas de page, etc. Là, vous dites ça. J'en donne quelques-uns, mais il y en a plein. Ouais. Mais tout est absolument sourcé, on peut les vérifier, etc. Là, on ne va pas s'arrêter à chaque exemple pour dire quelles sont vos sources, comme des Émeric Caron qui veulent absolument. Voilà, mais c'est sourcé. Vous pouvez vous référer à l'ouvrage de Pierre-Alexandre Penon. C'est extrêmement bien sourcé. Et pardon, je clôt la parenthèse. Et voilà. Et par exemple, je pense que, en fait, si vous voulez, l'idéologie libérale a du très bon, comme on vient de le dire, mais elle a cette problématique qu'on vient de voir sur l'exemple du cabillaud ou la mondialisation avec le Mercosur. Donc, en fait, comment on peut trouver un système qui tire tout le monde vers le haut, qui va faire qu'on va prendre les bons aspects de la société libérale, de la liberté, de l'idéal libéral, et puis aussi s'en affranchir des mauvais. Et donc moi, ce que je propose, c'est d'arriver à une société qui va nous libérer du temps pour nous donner, en échange d'un service civique, l'accès aux nécessités de la vie, c'est-à-dire accès inconditionnel à un logement, à l'information et Internet, au transport local, à l'éducation, à la santé, etc. Et après, si vous voulez travailler en plus pour gagner des choses en plus. Par exemple, c'est pas à l'État d'aller vous fournir des vacances en Corse, c'est pas à l'État d'aller vous acheter une jolie veste à la mode, c'est pas à l'État d'aller vous payer un massage, c'est pas à l'État d'aller vous payer des objets un petit peu du plaisir et du quotidien. Donc là, vous pouvez aller créer une activité libérale qui vous plaît, qui est intéressante. Beaucoup de gens vont vouloir faire, je sais pas moi, coach en musique, du yoga, du développement personnel, vont vouloir faire des festivals de musique, d'autres vont vouloir être mathématicien, astronome, botaniste. On peut, par exemple, un pompier qui fait son service civique. En fait, à côté de son service civique, il pourrait gagner de l'argent en allant faire la sécurité à un festival de musique. Un enseignant qui donne des cours au lycée pourrait en parallèle gagner plus en allant encadrer une classe de neige. Donc, si vous voulez, on essaye de mettre en valeur les points positifs de l'économie libérale qui développe un petit peu ce côté entrepreneur, le fait de pouvoir se faire plaisir avec une économie qui marche bien, des objets un petit peu plus plaisir, passion, et puis un monde qui va se concentrer au niveau du service public sur les nécessités du quotidien. Je voudrais qu'on revienne sur deux aspects, si vous voulez bien, vu qu'on est sur la description de la société libérale. Pardon, excusez-moi. Peut-être sur cette question de la mise en concurrence et l'étend à l'IA, pour revenir à elle, à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut imaginer que les différents modèles d'intelligence artificielle rentrent en concurrence, voire en lutte les uns envers les autres, et peut-être, si on extrapole, que l'un des modèles soit élimine les autres à son seul profit, par effet monopolistique, soit, en quelque sorte, s'approprie les autres pour générer une sorte de super IA, qui serait une sorte de recombinée, de ressucée évolutive de l'IA, qui aurait pris le meilleur de toutes ses concurrentes pour faire advenir, sans le contrôle de l'homme, quelque chose de nouveau. Ça, c'est très possible. Alors là, on va avoir une nouvelle révolution auquel les gens ne sont pas préparés. Ça va être l'AGI et l'ASI. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Alors, je vous en prie, décrivez-moi et pour les auditeurs de Toxan. Alors, l'AGI, c'est Artificial General Intelligence. C'est une intelligence artificielle qui est aussi intelligente que l'humain. Et l'ASI, c'est l'Artificial Super Intelligence. C'est une intelligence qui est supérieure largement à l'humain. C'est même pas de peu, c'est largement supérieur intellectuellement. Et donc, là, on estime que alors, excusez-moi, mais qu'est-ce que ça veut dire être aussi intelligent que l'homme ?
Est-ce que c'est calculer vite? Parce que ça fait très longtemps que les ordinateurs Oui, c'est déjà calculent supérieur. plus vite, bien plus vite que les êtres humains. L'exemple topique, c'était le jeu d'échecs qui a été... enfin, voilà, ça fait très longtemps Kasparov, que... Boudic, à l'époque. Exactement. Ouais. Je crois que maintenant, le jeu de Go... Le jeu de Go, déjà, ouais. Et L'ordinateur est meilleur. Donc, dans tous ces domaines, on peut dire, bon, bah, la machine va plus vite, mais c'est simplement parce qu'elle a une capacité de calcul et de mémoire plus évoluée et plus puissante que l'être humain. Mais on pourrait vous dire, l'homme, il a la créativité, l'imagination, etc., etc. Donc, quand vous parlez d'intelligence égale ou supérieure à celle de l'homme, on parle de quoi précisément? Alors, il y a beaucoup de débats dans les sciences cognitives sur ce qui définit l'intelligence humaine. C'est un débat qui est ouvert et qui n'est pas fermé. Mais on peut parler de créativité, on peut parler de mettre en relation des domaines qui peuvent être très éloignés. Par exemple, on a pu mettre en relation la musique et les mathématiques. On a pu mettre en relation des sciences physiques et industrielles en sciences de l'ingénieur avec des domaines mathématiques complexes comme les transformés de Laplace, etc., qui ne sont pas forcément évidentes. L'être humain arrive à faire des parallèles entre des domaines hyper complexes. On a aussi la créativité, on a les processus cognitifs, on a aussi l'empathie. On a la capacité de déterminer des patterns qui peuvent être compliqués des fois pour l'IA. Donc tout ça, en fait, c'est des choses que l'IA va être amenée à développer. Mais si en plus de ça... Je donne deux exemples. Vous prenez Rimbaud, qui associe des couleurs à des voyelles, les fameuses voyelles de Rimbaud. A priori, comme ça, c'est pas un travail que fait l'IA. De la même manière, quand vous regardez le ciel, l'homme va y voir des constellations, des formes. Les paréologies. Et on va voir un Sagittaire, le Bélier, etc. Exactement. Et c'est comme ça qu'on repère les constellations. Exactement. Pour le moment, ça, l'IA ne le fait pas. Elle pourrait le faire, mais si vous voulez, en tout cas, elle est encore limitée là-dessus. Et le but, c'est de développer les capacités, en fait, de connexion de champs que le cerveau humain va avoir et que l'IA ne va pas avoir. Et ça, en fait, les grands spécialistes pensent que l'AGI, ça va arriver en 2026-2027. C'est très bientôt. Et que c'est la frontière, si vous voulez, entre l'intelligence artificielle aujourd'hui et l'AGI, elle est ridicule par rapport même à l'étape entre l'AGI et la super-intelligence. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé à l'AGI, la super-intelligence, elle est quasiment là. Et donc, ce que vous voulez dire, parce que j'ai pas bien saisi la nuance. L'IA qu'on connaît aujourd'hui, donc elle a ses capacités de calcul qui sont dues à, j'ai envie de dire, au hardware de l'ordinateur, un ordinateur puissant qui sait calculer. On sait, avec ChatGPT et ses homologues, j'ai envie de dire, qu'il y a une faculté de comprendre le langage humain et de parler, donc de faire des réponses construites dans le langage humain. Ça, c'est l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, ce que vous dites, c'est que là, les nouvelles générations qui sont en train d'arriver, elles ont des capacités nouvelles par rapport à ça. C'est ça. Plus général. Des QI bien supérieurs à nous. Elles pourront résoudre des problèmes mathématiques que nous, on n'est pas capable de résoudre demain. Elles pourront chercher des nouveaux matériaux super performants. Elles pourront créer peut-être la fusion nucléaire. Elles pourront résoudre des maladies comme les cancers. Elles pourront faire des associations dans les domaines techniques que nous, on n'est pas capable de faire, des machines plus efficientes, de faire tourner même l'IA avec, par exemple, l'informatique quantique, avec le besoin de beaucoup, beaucoup moins d'énergie, 10 000 fois moins. L'IA va inventer des solutions et des inventions que nous, on n'est pas capable de faire aujourd'hui. Et ça va être la nouvelle révolution de demain, c'est-à-dire que les nouvelles inventions, les nouvelles découvertes vont non plus être faites par l'humain ou assistées par l'humain, mais vont être faites par l'IA. On pourra même imaginer des vaisseaux qui pourraient se balader un petit peu comme les ovnis, vu qu'il a fait des interviews là-dessus, sans en fait les contraintes qu'on a aujourd'hui au niveau des fusées, qui pourraient se balader dans l'espace avec peut-être une maîtrise de la gravité autre. Donc on pourra avoir vraiment des explosions scientifiques. Et est-ce que ça pose pas un problème? Là, je reviens, et vous voyez, chers amis auditeurs, que tout est politique en réalité dans ce genre de domaine économique et social. Par exemple, vous parlez de nouvelles techniques qui pourraient être développées via l'IA. Mais qui sera propriétaire de ces techniques? Par exemple, si moi, j'utilise une IA qui appartient à une société qui l'a développée, mais que derrière, par la manière dont j'utilise cette IA, j'arrive à développer une nouvelle machine ou un nouveau logiciel, peu importe. Et que je fasse breveter ce logiciel. Mais en réalité, est-ce que j'ai le droit de le faire breveter? À qui appartient le brevet? À la société qui est propriétaire de l'IA? À l'IA elle-même? Est-ce que l'IA, d'ailleurs, pourrait être propriétaire?
avoir un droit de propriété intellectuelle ou à moi. Vous voyez qu'on là on arrive à des questions à des questions qui même sur le plan économique, c'est-à-dire sur la propriété, et donc qui va toucher les fruits de ces inventions, pose d'énormes problèmes. Bien sûr, mais vous posez une question qui est vraiment excellente parce que demain, il va y avoir en fait une frange de la population très très puissante qui va posséder l'IA, les robots et les moyens de production, qui va posséder une super intelligence. D'ailleurs, il y a même déjà, si vous voulez, ce qu'on vous donne aujourd'hui, ChatGPT, Gemini, c'est la meilleure version accessible au public. Il y a déjà des IA beaucoup plus développées qui ne sont pas limitées, qui même communiquent entre eux. On a déjà des agents IA autonomes et ils essayent de le développer pour créer une super intelligence et qui est disponible pour les gouvernements, pour les militaires. Mais ça, c'est pas accessible. Mais donc ça répond à ma question de tout à l'heure. Donc vous nous dites, là, nous sommes déjà dans un stade où différentes IA distinctes, donc avec des créateurs distincts, et donc des fonctionnements, un ADN propre en quelque sorte. Si on a 5 minutes tout à l'heure, peut-être que vous nous en direz un mot. Donc discutent entre elles et sont capables de générer de nouvelles IA. En fait. On peut déjà le faire. Moi, par exemple, je travaille on en parlera tout à l'heure sur les codes mathématiques dans l'ADN. J'ai fait un workflow où je mets des IA qui se parlent entre elles. Excusez-moi, en français, workflow, un ça veut dire workflow, quoi ? comment je pourrais traduire ça ? C'est-à-dire que oh là là, à force de plus être en France, parce que là, je reviens de longtemps de l'étranger, j'ai plus les mots, mais en disant qu'en fait, c'est une grille de communication. Par exemple, une IA peut communiquer avec votre interface mail, avec une base de données, avec votre calendrier, avec WhatsApp, avec Facebook. Ça, en fait, c'est des mises en relation de l'IA avec des systèmes. D'accord ? Mais sauf qu'on peut mettre des IA en relation entre elles. Je peux mettre des IA à parler entre elles. Moi, j'ai mis plusieurs IA qui communiquent entre elles, qui se posent des questions. Je l'ai fait un travail, un papier scientifique. Alors, excusez-moi, mais parce que des IA qui se posent des questions entre elles. Mais est-ce que c'est vous qui dites mesdemoiselles les IA, je vous mets dans cette pièce et vous allez discuter de tel sujet. C'est ça. Ou est-ce que, en étant toutes seules, entre guillemets, dans une pièce fictive, elles vont d'elles-mêmes discuter ? Je les mets à communiquer entre elles. C'est-à-dire que je leur donne un papier scientifique, je leur dis, voilà, je voudrais faire des nouvelles découvertes. Eh ben, communiquez entre vous, faites des recherches indépendamment, faites un petit brainstorming. Toi, t'es une IA qui va contrôler, qui va recadrer par rapport au but principal. Parce que, par exemple, moi, des fois, ils allaient me donner des résultats très intéressants, mais des fois, des résultats où ils partaient sur quelque chose d'autre que ce que je cherchais ou qui n'était pas intéressant, probant. Donc, je mets à une IA le rôle de contrôle sur l'autre pour le recadrer. Et puis, je les mets à communiquer entre elles et elles font des réunions pour, en fait, avancer sur des recherches mathématiques. Et ça, et encore, moi, je n'ai pas les moyens de Google ou de ChatGPT, mais imaginez des gouvernements ou des gens qui sont milliardaires et qui peuvent avoir une puissance de calcul infinie, parce que ça coûte un peu d'argent. En fait, si vous voulez, on a des tokens, il faut payer avec ce qu'on appelle des API, etc., des droits d'accès. Donc en fait, ça peut vite revenir à cher. Ça peut vite me coûter 100 € par jour si je les fais communiquer 24 heures sur 24. Mais des gens qui ont des moyens financiers illimités, pas comme moi, imaginez ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent envoyer des champs d'IA et d'agents IA, communiquer et réfléchir entre eux. Ah ben tiens, on va résoudre tous les problèmes de la physique. Hop, parlez entre vous, résolvez ça. On va résoudre les modèles politiques. Et on a même eu une IA, pour faire un parallèle, là, en Albanie, qui est devenue ministre des marchés publics. Donc c'est l'IA qui est ministre maintenant. C'est-à-dire qu'en Albanie, il y a beaucoup de corruption. Et donc, pour attribuer des marchés publics dans la construction, etc., avant, en fait, il y avait beaucoup de pots de vin. Ben, en fait, ils ont mis l'IA à la place du ministre et maintenant, c'est l'IA qui choisit quelle entreprise on va prendre pour les marchés. Mais alors, on revient encore une fois à ces considérations économico-politiques, voire philosophiques. Il y avait une affirmation, je crois que c'est fin 19e, selon laquelle nous devrions passer du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Et là, j'ai l'impression que c'est ce modèle vers lequel on tend. C'est-à-dire que, par définition, l'IA n'est pas empathique, elle n'est pas là au service de l'homme, elle est au service de ce qu'on lui demande. Mais si elle venait à s'autonomiser, je vous donne un exemple, on en avait parlé avec Jean-Pierre Petit, et ça l'avait beaucoup amusé. C'est un exemple assez célèbre d'une toute petite IA qui avait été programmée dans un monde fictif, pour développer la production et la vente de trombones. Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple. Et donc, on lui dit, bon, bah voilà, il y a du métal à tel cours, tu l'achètes et tu fabriques une usine pour faire des trombones. Et
Ok, bon, les cours évoluent, etc. Donc, elle fabrique une usine, 2 usines, et puis elle fabrique des trombones. Ça fait monter les cours, baisser, elle investit. Et puis, l'IA tourne. Et finalement, elle finit par éradiquer l'humanité parce que ça devient un parasite pour sa production de trombone. Et le monde n'est plus que trombone et que production de trombone. Et l'humain devient inutile. On reprend le mot de Laurent Alexandre. Obsolète, vous avez utilisé ce mot tout à l'heure. Et d'ailleurs, je renvoie à un grand auteur, pour le coup, contrairement à Laurent Alexandre, Gunther Anders, qui parlait de l'obsolescence de l'homme dans un livre des après-guerre, je crois, qui date de 1953. Il parle à la fois de l'écran dans la famille, de la bombe atomique, de beaucoup de choses. Donc, si vous voulez un vrai auteur sur la technique, pour commencer bien avant Heidegger, parce qu'il est plus concret et plus simple, allez voir Gunther Anders. L'obsolescence de l'homme. Pardon, j'ai fait un long tunnel, Pierre-Alexandre Penant, hyper intéressant. Je vous en prie. Et bien c'est là qu'on se rend compte qu'il faut qu'on reprenne le contrôle sur ces IA. C'est-à-dire qu'en fait, si ça va à des entreprises privées, au lieu d'aller pour le bien-être de la communauté, là, on a des dangers. On peut même faire aujourd'hui, demain, des robots de guerre dirigés par IA. Là, une entreprise qui fait qui automatise toute l'armée avec des avions qui vont détecter elles-mêmes les cibles, bombarder, etc. Comme disait Rabelais à l'époque, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc le but, l'IA peut faire des très bonnes choses. Si l'IA peut nous aider pour détecter plus facilement un cancer ou être meilleur que les ophtalmos pour voir un problème à l'œil, pourquoi s'en priver ? Le problème, c'est comment on utilise l'IA. Et c'est là que l'IA n'est pas le problème technique en soi. L'IA devient politique. Et c'est là que l'humain doit reprendre le politique. On doit faire en sorte que les choses nous servent à nous. Pas qu'en fait, l'IA et les robots servent une caste de gens qui vont devenir non pas des milliardaires, mais des trilliardaires. Oui, mais ça, comment on l'évite ? C'est eux qui ont le capital, c'est eux qui le développent. Alors, et là, on en vient au point que je voulais faire depuis le début. Vous nous disiez, la technique, la technologie vise à faciliter la vie de l'homme. Moi, j'ai envie de vous dire, l'histoire nous montre une chose, c'est que les grands sauts techniques et technologiques, c'est essentiellement pendant les guerres. Donc... Enfin, on peut en tirer une leçon, c'est que le génie humain, hier, peut-être de l'IA demain, devient extrêmement créatif quand il s'agit de sa survie et donc, par extension, de dominer l'autre, de mettre en œuvre sa volonté de puissance, comme dirait l'autre. Et ça, j'ai l'impression, c'est la nature intrinsèque du processus. Et j'ai du mal à voir comment on pourrait échapper à ça. Mais je pense qu'on va faire face à une grave crise et à des émeutes formidables. C'est-à-dire que si demain, dans le monde de demain, la plupart des gens perdent leur métier, en fait, les gens vont se retrouver à la rue, vont plus pouvoir payer leurs factures, plus pouvoir s'alimenter correctement. Et que si les politiciens n'ont pas amené une solution politique au fait que demain, des gens perdent leur emploi en masse... Mais moi, demain, si j'ai des robots de maintien de la force de l'ordre... dirigé par IA qui me dit, qui ordonne aux robots, fait de la répression massive, et dès que tu vois des émeutiers, des manifestations, tu tires dans le tas. Vous connaissez ces petits drones qui, avec la reconnaissance faciale, peuvent dire, tiens, machin est un opposant, surtout s'il y a du fichage, et qui est capable d'éliminer une personne sur place. Donc là, tout devient envisageable en termes de société de contrôle et de répression. Oui, mais d'ailleurs, c'est assez dangereux. C'est pour ça qu'on a du mal à faire des révolutions, que les Gilets jaunes n'étaient pas loin de l'Élysée. Je pense que si on était à l'époque de 1789, le palais a été pris. Mais sauf qu'aujourd'hui, l'armée et la gendarmerie a des moyens technologiques tellement forts que c'est dur de faire une révolution. Mais je pense que, à un moment, là, est-ce que nos politiciens sont diaboliques au point de vouloir exterminer toute la population ? Il va y avoir une confrontation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il faut se battre politiquement, transmettre des idées, que ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que, au lieu de tomber dans un monde dystopique avec les gens qui crèvent la dalle et puis des robots qui vont leur tirer dessus, est-ce qu'on n'a pas des solutions ? Est-ce qu'on n'a pas les solutions de donner l'accès à des ressources gratuites en échange de toute la production faite magique par tous ces robots ? Alors, on n'a pas parlé d'un truc dont je voulais vraiment parler. Parce qu'une des solutions qui est envisagée par les politiques, et c'est la seule, dont Elon Musk parle, etc., c'est ce qu'on appelle le revenu de base. Le revenu de base, je pense que vous connaissez. Ah oui. C'est une théorie, donc on appelle ça le revenu universel. Le revenu universel, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas, c'est une proposition politique qui est que on va donner l'accès gratuit à de l'argent tous les mois aux gens, avant même qu'ils aient travaillé. On peut travailler après
Si on veut, on peut gagner plus. Et puis, si vous êtes au chômage, vous gagnez ça. Et c'est ce qu'on appelle un peu, ça peut être un revenu de subsistance ou un peu plus. On peut vous donner, il y a plein de montants, hein, c'est débattu, mais imaginons qu'on vous donne 1 000 € par mois. Et avec ça, un petit SMIC. un petit SMIC, mettons. voilà. Pour compenser le fait que vous n'avez pas forcément un travail. Vous payez votre loyer, vous payez vos courses, etc. Sauf que, si demain on fait ça, et que la quasi-totalité des métiers disparaissent, on va avoir 75% des gens qui vont se retrouver avec 1 000 € et puis qui vont juste survivre. Mais on pourrait se dire, mais on va leur donner plus, on va leur donner 2 000, on va leur donner 5 000. Mais ça marche pas du tout. Pourquoi ? Parce que c'est la loi de l'offre et la demande. Imaginez que demain, on donne 5 000 € à tout le monde. Les gens vont se dire, génial, j'ai 5 000 €. Je vais me prendre une villa avec une piscine, un jacuzzi. Sauf qu'en fait, les propriétaires qui ont ça en nombre limité, ils vont se dire, non, moi, tous les gens, là, moi, je le louais à 2 000 €. Je sais pas si c'est les bons prix, je suis plus habitué. En fait, je vois qu'il y a plein de gens qui sont prêts à payer plus. En fait, je vais le faire passer à 4 000, à 5 000. Les prix des choses se fixent en fonction de ce que les gens sont prêts à payer. C'est la loi de l'offre et la demande. Je donne juste un dernier exemple. Je vous en prie. Par exemple, pour Spotify ou Netflix. Spotify, ça coûte combien en Inde ? Ça va coûter 2,99 €. Ça coûte aux États-Unis 12,99 €. Netflix, c'est pareil. C'est 2 € en Inde. C'est 24,99 € aux États-Unis. Si on fabrique une canette de coca dans la même usine, elle va être vendue à 30 centimes en Inde et elle va être vendue 3 € en Norvège. Les prix ne sont pas fixés en fonction de ce que ça coûte vraiment. Pas toujours, mais la plupart du temps, sont fixés en fonction de ce que les gens sont prêts à payer. Ce qui fait qu'en fait, quand on donne un revenu de base, les prix vont se fixer mécaniquement pour arriver au minimum de ce que les gens sont prêts à accepter. Ils vont augmenter le plus possible jusqu'à ce que les gens puissent à peine le tolérer. Et donc, on va se retrouver pauvre à 5 000 € par mois. C'est pour ça que donner de l'argent, c'est pas une bonne solution. Ça peut être une solution transitoire. Mais ce qu'il faut donner, c'est l'accès aux ressources. C'est-à-dire donner accès à l'alimentation, à la technologie, au transport local, à l'énergie, etc. Et là, en fait, on évite l'écueil du revenu de base. Non, mais c'est très intéressant. Et c'est un vrai sujet, cette idée du revenu de base, du revenu universel, du revenu civique, pourquoi pas, à creuser. Malheureusement, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui dans cette émission. Mais ce qui est vraiment, je le répète parce que c'est vraiment extrêmement important. Et si on avait une leçon à tirer de cet entretien aujourd'hui, Pierre-Alexandre Ponant, pour les auditeurs de Tocsin, c'est que vraiment toutes ces questions autour de la technologie, de son évolution, etc., ont des implications politico-économiques, sociales, philosophiques. Je me répète, mais c'est fondamental d'avoir ça en tête. On a trop souvent cette recherche, comme si elle était extirpée du corps social, comme si elle était neutre, éthérée dans un autre monde. Ce n'est pas vrai. Ça a des implications immenses. Moi, j'aurais une solution qui serait un peu différente de la vôtre, même radicalement différente, qui serait celle de Junger, quand il parle du recours aux forêts, on pourrait dire du retour aux forêts, donc c'est-à-dire s'extraire en fait de ce monde de flux, être vraiment en marge, pourquoi pas en tirer certains profits, notamment sur l'information, sur la connaissance, des choses qui coûtent très peu cher et auxquelles l'accès est quasiment gratuit et illimité, mais qui nous permettent de rester le plus marginal possible par rapport à cette société et donc de s'en libérer. En fait, elle-même nous donne peut-être les moyens de se libérer des flux qu'elle génère. C'est vrai que je suis entièrement d'accord avec vous, parce que je suis vraiment pour un retour à la nature et à la connexion. C'est-à-dire quand on a plus un de retour temps à la libre, terre, parce qu'elle ne ment pas, mais c'est même, ça. si vous voulez, moi je serais pour qu'on vous donne des cours d'agriculture aux enfants, qu'on plante des arbres fruitiers dans les villes. C'est-à-dire que quand on a plus de temps libre, en fait, on va aller voir, ok, les figues, ça pousse sur cet arbre-là. Comment on fait pour cultiver ? On se reconnecte aux vraies valeurs, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Et je pense que dans un monde qui est ultra technologique, on est tous sur nos smartphones, je ne sais pas combien d'heures par jour, apprendre à se détacher de ça, c'est essentiel. Et là, ils veulent interdire les téléphones, par exemple, au collège et au lycée. Les smartphones, je pense que c'est une très bonne mesure. Parce que apprendre à se reconnecter, à avoir des relations humaines, à aller faire des randonnées, à aller dans la nature, etc., à reprendre un petit peu conscience de qui on est sur Terre, c'est essentiel. Et il faut que la technologie soit un outil pour ça, pour limite se séparer de ce monde-là et savoir aussi se reconnecter à la nature. Eh bien, Pierre-Alexandre Ponant, malheureusement, nous arrivons au bout de cette émission. On va pas avoir le temps de le faire aujourd'hui, évoquer rapidement la question du génome de l'ADN, parce que c'est l'un de vos domaines de recherche principaux. On peut évoquer très rapidement. Exactement, parce que je me propose qu'on fasse plus tard, si vous le voulez bien,
une émission complète consacrée à ce sujet, qui est vraiment un sujet passionnant, mais nous dire en quelques mots où vous en êtes de vos recherches et quelles seraient les pistes pour faire une sorte de teaser d'une prochaine émission. Alors, il y a des chercheurs russes qui s'appellent Sherbak et Makoukov qui travaillaient sur les signaux intelligents. Alors, vous m'en avez parlé juste avant l'émission, Ouais. mais dites-nous dans quel domaine ils sont chercheurs. Justement, Parce que j'allais vous dire. c'est ça qui est Donc, il y en a intéressant. un qui est astrophysicien et l'autre qui est mathématicien. Et ils travaillaient sur le SETI. Donc, le SETI, c'est le programme en fait, de recherche des signaux dans l'espace pour voir si on est seul dans l'univers. On ne sait pas, pour l'instant, on n'en a jamais vu. Mais on voit qu'on capte des signaux. Alors, ça peut être des signaux qui sont de l'infrarouge, ça peut être une explosion d'une supernova, etc. Ça n'a pas de En sens. gros, ça capte, capte les choses. les ondes électromagnétiques. Voilà. Et on a des outils mathématiques pour analyser si le signal, c'est du bruit, si c'est du chaos, ou si c'est un signal intelligent. On pourrait nous envoyer un signal radio, etc., avec un message intelligent. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Et ces chercheurs, donc, en appliquant leurs outils mathématiques sur les signaux, se sont dit, mais si nous étions une civilisation intelligente, où est-ce qu'on irait encoder un message intelligent, un signal intelligent, qui pourrait se transmettre sur des milliards d'années? Et ils se sont dit, tiens, l'ADN et le génome. On va peut-être appliquer nos outils mathématiques à ça. Et figurez-vous qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé des signaux intelligents codés dans le code génétique et dans l'ADN. Et donc, du coup, moi, je travaille depuis là-dessus. J'ai trouvé des nouvelles choses par rapport à eux. J'ai trouvé d'autres codes mathématiques dans l'ADN. Et ça rejoint après le débat juste sur d'où vient l'ADN. Est-ce que l'ADN vient du hasard et de la sélection naturelle et de la théorie de Darwin, ou est-ce que l'ADN a été créé par une intelligence supérieure? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot? On va prendre 2 minutes de dépassement, parce que l'ADN en soi, c'est déjà de l'intelligence. C'est un code. Oui. On a les 4 protéines connues, etc. Nucléotides, mais c'est ça. Ouais. Nucléotides ATGC. qui forment des séquences codées et qui donc donnent de l'information. Donc ça, c'est déjà de l'information codée. Oui. Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a un autre type d'information codée, c'est ça? En fait, je si vous voulez, comprends pas du tout. on ne sait pas le lire. C'est-à-dire que savoir décrypter l'ADN comme un véritable mode d'emploi qui dirait comment on construit un œil avec la cornée, la rétine, l'iris, dans quel ordre, dans quelle étape, on est incapable de le lire. Pourtant, c'est codé mathématiquement. On sait dire, OK, tel gène, le gène P53, la Tata Box, etc. On voit que ça, c'est lié à tel processus biologique. On voit que c'est lié à la formation d'un organe, mais on ne sait pas les détails. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un livre, comme si c'était écrit en chinois ou en polonais, mais sauf qu'en fait, on ne connaissait pas les règles et qu'on n'avait pas la traduction, qu'on voyait les lettres, si vous voulez. Et donc, en fait, le but, ce serait de traduire l'ADN, un peu comme avec la pierre de Rosette, quand on a traduit les hiéroglyphes égyptiens, dans un langage intelligible. Écoutez, merci beaucoup Alexandre Penant. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un plaisir. On aura certainement l'occasion de reparler notamment de ce sujet dans une prochaine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Alexandre. Et à très bientôt. Au revoir à vous tous, chers amis auditeurs de Toxin, je vous le rappelle. Vous aimez, vous poussez, vous partagez et tout ça, vous connaissez par cœur, mais c'est vraiment très important. À très bientôt.